Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Mon invitée aujourd'hui est Violette Vianney, elle est présidente de l'association des personnes de petite taille, vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elle signe la préface d'un ouvrage collectif fort, pour quelques centimètres en moins, un livre qui donne la parole aux premiers concernés et interroge notre rapport à la norme, au corps et à la dignité. Mais avant d'ouvrir la conversation, comme chaque semaine, mon édito, et en ce début de dimanche après-midi, je vous propose de nous engager contre l'invisibilisation des corps hors normes. Parce qu'elle ne fait pas scandale, parce qu'elle ne mobilise pas les foules, parce qu'elle ne remet pas en cause l'ordre établi. En France, il y a environ 10 000 personnes de petite taille. Un chiffre qui dit une réalité démographique et aussi une réalité qui reste largement absente du débat public. Et cette absence n'est pas synonyme de protection. Plus de 70% des personnes de petite taille déclarent avoir été régulièrement victimes de discrimination ou de violences au cours de leur vie. Et ces violences ne sont ni marginales, ni anecdotiques. Elles existent aujourd'hui, ici, dans nos sociétés contemporaines. Pour preuve, fin décembre, une enquête du Monde rappelait que des personnes de petite taille sont encore louées pour des soirées privées transformées en objets de divertissement au nom de la fête, de la tradition ou de l'humour. Ce n'est pas un fait divers, c'est un révélateur et c'est peut-être le premier angle mort de la hiérarchie des indignations. Ce qui touche peu de personnes semble moins grave, moins urgent, moins politique. Comme si la gravité d'une violence se mesurait au nombre de victimes et non à l'atteinte portée à leur dignité. Mais quand 7 personnes sur 10 racontent l'humiliation, l'infantilisation, les moqueries, les agressions verbales, l'exposition forcée des corps, ce n'est plus une série de faits, c'est une organisation sociale qui produit de la violence. Le deuxième angle mort du nanisme, 90% des personnes de petite taille naissent de parents de taille dite classique. Le nanisme ne se transmet pas par héritage social ou culturel. Il surgit dans un monde non pensé pour lui. Il apparaît dans des familles, des écoles, des environnements non préparés, non pensés, non adaptés. En fait, le problème n'est pas l'exception. Le problème, c'est la norme. Nous vivons dans une société qui ne sait penser que des corps standards, des corps qui entrent dans des cases, des corps pour lesquels les objets, les espaces, les rythmes, les attentes ont été conçus. C'est là que s'exerce la violence silencieuse de la norme. Une violence continue, quotidienne, diffuse, épuisante, qui se loge dans l'architecture, les transports, l'école, le travail, qui s'inscrit dans la représentation culturelle, dans les regards qui scrutent, les mots qui réduisent, les silences qui laissent faire. Une violence n'est pas toujours intentionnelle, mais elle est souvent tolérée et elle laisse aux individus la charge de s'adapter. Et puis, il y a un troisième angle mort, celui qui interroge directement notre cohérence collective. La France n'a pas manqué de lois. 1975, première loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. 1995, l'arrêt Morson-sur-Orge qui consacre le respect de la dignité humaine comme principe fondamental. 2005, la grande loi handicap qui promet une refondation profonde des politiques publiques. 50 ans de textes, 30 ans de jurisprudence, 20 ans d'engagement législatif. Et pourtant, les discriminations persistent, la dignité est affirmée, mais elle n'est pas garantie. Nous sommes face à un écart structurel entre les principes et la réalité qui interroge notre volonté réelle de transformer un monde pensé pour des normes uniques. Cet écart, on ne peut plus le considérer comme le fruit de l'ignorance, mais comme le résultat d'une tolérance collective à l'inacceptable. La question n'est donc plus de savoir si les textes existent, la question est de savoir pourquoi nous acceptons encore qu'ils ne s'appliquent pas pleinement. Parce qu'au fond, le sujet n'est pas ce que ces personnes de petite taille demandent à la société. Le sujet, c'est ce que la société leur retire, ce qu'elle refuse d'aménager, ce qu'elle accepte de tolérer pour quelques centimètres en moins. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Violette Vianney. Bonjour Violette. Bonjour. Alors, vous êtes chef de cabinet du directeur général au sein de la direction générale de la création artistique au ministère de la Culture. Et vous êtes, je l'ai dit, présidente de l'association des personnes de petite taille et de la vice-présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Vous avez préfacé l'ouvrage Pour quelques centimètres en moins, publié aux éditions du Cherche Midi, un ouvrage qui pose un débat essentiel, celui de la dignité, du regard porté sur les corps et de la violence
conséquences ordinaires infligées à ceux et celles qui dérogent à la norme. Alors pourquoi est-ce que c'était devenu nécessaire aujourd'hui de produire un ouvrage de cette ampleur sur le nanisme, et à quel moment vous vous êtes dit bon, il faut arrêter ces paroles dispersées, il faut construire un vrai livre de référence? Alors, je pense qu'il y a, pour répondre de manière tout à fait précise à votre question, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs enjeux. D'une part, il y a très peu d'ouvrages qui traitent du nanisme, et si c'est le cas, ils existent de manière totalement segmentée. Ça va être pris sous le prisme du médical, de l'anthropologie. Et par ailleurs, les quelques rares ouvrages qui sont toujours en vente aujourd'hui, qui abordent à un moment le sujet du nanisme, traitent pas les sujets de discrimination qu'on subit, en tout cas aujourd'hui, ou je dirais depuis on va dire une quinzaine d'années. Ça, c'est peut-être une des premières raisons. La deuxième raison reste que le nanisme est très peu visible dans les médias. Et surtout, si ça l'est, et c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est toujours abordé sous on va dire l'angle du fait divers, le scandale. En fait, à chaque fois, on a le droit, pendant 24 heures, au sujet du nanisme dans les médias, parce que il y a eu un combat de nains dans une boîte de nuit, ou parce que un enfant de petite taille a dit sur les réseaux sociaux qu'il allait se suicider parce que la violence à l'école, elle existe. Donc, on est vraiment toujours dans le fait divers un peu anecdotique, et même si ces faits divers peuvent être par ailleurs extrêmement illustrants, voire lourds, il traite pas du tout le sujet de fond, et c'est pas un sujet qui est anodin par ailleurs. Et puis, il y a peut-être une troisième raison aussi qui fait que, on va dire que depuis une dizaine d'années, je perçois, ça fait un moment maintenant que je milite à l'association des personnes de petite taille, et je pense que ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on est capable de percevoir de nouvelles formes de discrimination qu'on n'avait pas auparavant, et notamment la pénible problématique de la photo prise à la volée, sur lequel finalement on a juridiquement très peu de marge de manœuvre. Et sur lequel en fait on peut pas céder aujourd'hui. Et donc depuis, on va dire 5 bonnes années à l'association des personnes de petite taille, on essaye de se concentrer, ou en tout cas de réfléchir de manière rigoureuse à la question de la représentation de l'image de la personne de petite taille. Et puis, pour répondre à cette question justement de la problématique des photos prises à la volée, on a dernièrement produit une exposition qui s'appelle Grand Angle sur les personnes de petite taille, qui figure d'ailleurs à la fin de l'ouvrage. On a vu que c'était une exposition qui faisait parler, qui interrogeait les personnes. Beaucoup de personnes disaient mais je ne savais pas, et ça a été un des déclencheurs, et on l'a travaillé ensuite sur ce projet avec une de nos partenaires de longue date maintenant, qui est Marie-Hélène Gondre-Vidalinck, qui nous a aidé effectivement à penser ce projet, parce que je voulais pas d'un témoignage individuel. Alors, ce qui frappe aussi dans cet ouvrage, c'est qu'il ne se contente pas de raconter des parcours ou de recueillir des témoignages. C'est vraiment un ouvrage structuré, conçu comme un livre de référence, qui croise des voix de médecins, de philosophes, d'acteurs institutionnels, d'artistes, de chercheurs. Pourquoi le choix d'une construction aussi plurielle ? Parce que je pense que, et de par notre expérience, pour traiter et pour aborder la problématique du nanisme, en fait, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule action. C'est-à-dire qu'en fait, être de petite taille, et précisément, c'est notre texte de 4e de couverture, c'est pas juste être de petite taille. Être de petite taille, il y a un enjeu médical, puisque d'abord, effectivement, c'est important de le rappeler, il s'agit de maladie. Et donc, c'était pour ça aussi que c'était important dès le départ d'avoir l'avis des médecins. Ensuite, être de petite taille, c'est aussi, et quoi qu'on en dise, c'est une des principales difficultés en termes de charge mentale, la gestion ou le fait de conjuguer avec le regard de l'autre. Et donc, qui dit regard de l'autre dit nécessairement travailler sur la question de la représentation dans les œuvres culturelles, la manière dont elle est perçue, cette différence, la manière dont elle est, on va dire, mise en scène. Donc, c'était pour ça qu'il était important pour nous d'avoir à la fois des personnes du monde artistique, mais aussi des philosophes qui interrogent notamment notre rapport à la norme et au corps, et qui disent ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable. Il y a la problématique d'accessibilité. L'accessibilité, ça concerne toutes les personnes en situation de handicap et les personnes de petite taille de fait, puisqu'on est quand même sur des personnes qui mesurent généralement moins d'1m40. L'accessibilité, c'est à la charge des pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement, par la loi. Et donc, de fait, on était obligé, là aussi, d'interviewer ces personnes. Et
pour répondre encore de manière plus approfondie à votre question, les récits personnels sont c'est capital parce qu'ils traduisent le ressenti, la perception des choses, l'intime et ça reste les personnes directement concernées qui restent importantes, que ce soit les personnes de petite taille ou leur famille. Mais pour autant, ce qu'elles vivent, elles ont besoin d'être ces choses, elles ont besoin d'être expliquées en fait. Et donc je trouve qu'on ne pouvait pas faire sans l'expertise de ces personnes qui par ailleurs travaillent avec nous dans notre quotidien. Alors, on a beaucoup parlé, on vient beaucoup de parler de regard, de normes, de dignité. Quand on regarde la réalité en face, malgré les lois, malgré les principes, malgré les discours, les discriminations persistent. Alors, la question est simple et elle est un peu politique. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui réellement ? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio, dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Violette Vianney, présidente de l'association des personnes de petite taille. Alors Violette, avant la pause, je vous posais cette question. Malgré les lois, malgré les principes, malgré une prise de conscience croissante, les discriminations persistent. Selon vous, où se situent les blocages les plus profonds ? Est-ce qu'ils sont culturels, symboliques, institutionnels, tout ça à la fois ? C'est compliqué comme question. Je pense qu'elles sont un peu tout ça à la fois, sans vouloir botter en touche. Elles sont un peu tout cela à la fois parce que ça a trait déjà effectivement, comme on a pu le dire en première partie, à la question de la représentation. Effectivement, c'est qu'est-ce qu'on donne à regarder de ces corps qui sortent un peu de la norme, comment on les représente et comment on accepte qu'elle soit représentée. Quand on voit bien, d'ailleurs à travers l'ouvrage, on a par exemple Jean-Baptiste Andréa qui est l'auteur de l'ouvrage Veillez sur elle, qui est un roman qui a reçu le prix Goncourt. Il cherche, Jean-Baptiste, à adapter son œuvre en film. Et donc il recherche des producteurs et il y a une partie de son témoignage qui est assez édifiant et qui raconte le fait que un des gros producteurs lui a dit qu'en fait, il serait peut-être finalement plus judicieux de repenser un tout petit peu son personnage principal, qui est Mimo, qui est atteint d'achondroplasie, et de lui donner, entre guillemets, une autre forme de handicap, je cite, un handicap plus acceptable. Et en fait, déjà, ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que même déjà dans les œuvres de culture, il y a une hiérarchie des normes au sein même de la grande famille, si je puis dire, du handicap. Donc, c'est des personnes qui sont invisibilisées et mises de côté parmi des personnes, la population qui est en situation de handicap. Donc ça, c'est peut-être déjà une problématique qui est d'ordre à la fois culturel, mais je dirais peut-être même aussi sociologique et anthropologique. Il y a le fait aussi que le nanisme, ça reste une condition physique qui est très marquée et de par le fait qu'elle est complètement invisibilisée et mal représentée, parce qu'elle est invisibilisée certes, mais on va toujours vous dire oui, mais il y en a dans Fort Boyard, il y a Mimi Mati, il y a X et Y influenceurs, mais en fait c'est quelques dizaines de personnes qui sont visibles. Elles ne représentent absolument pas le quotidien ou l'image ou la perception que ça génère au quotidien. En fait, les personnes de petite taille, au même titre que des personnes en fauteuil roulant ou des personnes qui n'ont pas de handicap, doivent être représentées dans des situations qui sont accessibles à chacun. Et pour répondre aussi à votre question, je pense effectivement que derrière, il y a un sujet qui est politique. Vous le disiez dans votre superbe éditorial, qu'effectivement, il y a des grandes lois en France. Sur le papier, on a quand même on a l'architecture légale. Je vois, vous citiez la jurisprudence de Morsan-sur-Orge. La jurisprudence de Morsan-sur-Orge, elle a donné l'exemple à l'Espagne, qui ont fait voter en 2023 une loi visant à interdire les spectacles et activités récréatives avec des personnes handicapées. Donc, on se dit qu'on peut être fier, mais en fait, les lois, elles sont difficilement appliquées. Applicables et appliquées. Et c'est, quoi qu'on en dise, le cas de la loi du 11 février 2005. Et pour autant, c'est quand même elle qui est garant de la sécurité. Parce que si on n'a pas de loi, en fait,
c'est la société qui fait le tribunal populaire, et ça, on pourra en reparler pendant des heures, mais en fait, les réseaux sociaux qui justement encouragent ce fameux tribunal populaire, il y est pour quelque chose, et c'est totalement néfaste aussi pour nous. Donc c'est à la fois juridique, c'est à la fois culturel, et de fait, c'est aussi institutionnel. Et alors, si vous deviez identifier les dossiers prioritaires à instruire, ceux sur lesquels vous avez vraiment envie de vous engager, ce seraient lesquels ? Ceux qui pourraient faire changer les choses ? Alors, je dirais qu'il y en a 3, mais il n'y a pas forcément d'ordre. Je dirais que ça dépend de la manière dont ceci se situe. Il y a un enjeu de santé qui est encore important, comme pas mal de maladies rares. C'est d'un point de vue de politique publique de la santé difficile d'avoir encore un parcours de soins qui soit particulièrement adapté. Dans le cas du nanisme, on arrive à un parcours, j'allais dire très propre et extrêmement développé pour les enfants de petite taille. Il n'en est pas du tout, en tout cas c'est pas du tout le cas pour l'instant pour les adultes de petite taille. Donc et pourtant il y a un suivi et il y a un enjeu notamment sur le vieillissement de ces personnes, puisqu'il s'agit dans la majorité des cas de maladies osseuses. Donc il y a une question de vieillissement de l'os qui est très important, et ça pareil les gens le savent pas. Donc ça c'est peut-être un des premiers dossiers prioritaires. Le deuxième dossier prioritaire reste quand même l'accessibilité, parce qu'on parle de handicap, mais donc la question de l'accessibilité est capitale. Et l'accessibilité, c'est pas juste fonctionnel aussi. C'est pas juste être capable d'être autonome, d'aller retirer des billets ou se prendre un coca au distributeur. En fait, l'accessibilité, là aussi, des questions d'image et de dignité. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne de petite taille qui, dans la rue, n'arrive pas à être autonome et à récupérer 50 balles ou prendre récupérer sa baguette que le boulanger pose sur son étalage. En fait, c'est pas juste une question de praticité, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on redonne à voir de ces corps qui sont différents et qui, pour le coup, interagissent dans une société qui est pas du tout pensée pour elle. Et pourtant, c'est pas un public ou une population qui est totalement minoritaire si on parle de l'ensemble des personnes handicapées. Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, qui est plus difficile à aborder parce que on lui donne une valeur totalement incantatoire, et puis ça peut paraître complètement poussif, c'est la question de la dignité humaine. La dignité des personnes handicapées, quoi qu'on en dise, elle est pas respectée. Vous faisiez mention de mort sans sur-orge, mais il n'y a pas que mort sans sur-orge qui consacre l'atteinte à la dignité humaine. Pour autant, dans les faits, c'est extrêmement compliqué, et quand on explique l'allocation de main, c'est que c'est une pratique humiliante. Juridiquement, on vous dit bah oui, mais ça se passe dans l'espace privé et les personnes sont consentantes. Donc en fait, et là il y a un vrai débat à ouvrir, quoique je suis même pas sûre qu'il y a à débattre, mais ça c'est mon opinion personnelle, mais j'entends le fait que c'est un débat de société. On n'est pas, c'est pas du tout effectif, et c'est pas la loi du 11 février 2005 qui nous protège. Sinon on n'aurait pas du tout à subir ce type de dérive, au même titre que les photos prises à la volée. Les photos prises à la volée, on va vous dire bah oui, mais il faut avoir la preuve qu'il y ait le vol du droit d'auteur, en fait. Mais en fait, du droit à l'image, pardon. Mais le fait est que quand on se fait prendre en photo et qu'on voit la réaction de la personne, c'est un acte dans sa globalité. C'est pas juste un fait, c'est un acte dans sa globalité. On voit qu'il y a un problème. Ouais, ça pose vraiment la question de notre regard collectif sur le handicap de façon générale, et de nos comportements face à cela. Handicap, mais pas que. Et c'est pour ça que je dis souvent, en fait, nous, de fait, on est rattachés aux ministères sociaux, mais il n'y a pas que le ministère social. Il y a aussi les ministères qui traitent des sujets d'égalité et des discriminations. Le cabinet d'Aurore Berger pourrait tout à fait aussi être moteur sur des problématiques. Le handicap, ça reste le handicap dans ce qui l'empêche au quotidien, mais il n'y a pas que l'empêchement. Il y a qu'est-ce que ces corps différents, dans le cadre de handicap physique, ou même ce serait valable pour des personnes qui seraient en surpoids, qui ont pas un physique qui rentre dans la norme. Et là-dessus, je suis désolée, il y a un vide juridique, mais on essaye de travailler. Justement, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux responsables publics, aux employeurs, aux enseignants, aux citoyens? Je crois que le message est passé, mais quels, selon vous, les réflexes qu'il faudrait adopter pour ne plus participer à ce regard qui est pas celui qui doit être, en tout cas, celui du respect et de la dignité? Comment est-ce qu'on peut participer? Comment les employeurs, les institutions pourraient diminuer ces violences ordinaires liées à la norme, en fait? Alors, c'est une question qui est ambitieuse, parce qu'effectivement, je pense qu'elle concerne tout le monde. Pour y répondre, on va dire de manière efficace et méthodique, déjà, je pense que
il y a un sujet au niveau des médecins et de la formation des médecins qui eux-mêmes, quand on entend les témoignages de parents à qui on a fait l'annonce que leur enfant avait une achondroplasie et qu'ils ont une manière totalement déplacée de l'annoncer et pas du tout élégante. En fait, déjà là, on se dit qu'il y a un problème si les médecins eux-mêmes ont pas le tact et la retenue nécessaire pour faire ce type d'annonce. Ensuite, il y a la manière, il y a l'intégration à l'école. L'école, ça reste quand même le lieu où les personnes, les enfants passent une bonne partie de leur temps, où ils se sociabilisent. Après, la famille, c'est vraiment le facteur social le plus important. Donc, il faut avoir une école qui est inclusive, pour reprendre des termes qu'on aime employer aujourd'hui, et qui, pour autant, ne dénigre pas la situation de handicap de l'enfant de petite taille. En fait, c'est-à-dire un enfant de petite taille, c'est pas juste un enfant qui est petit, c'est un enfant qui a besoin d'aménagement, qui a besoin d'une marche quand il est assis pour éviter d'avoir les jambes dans le vide et qu'il soit totalement concentré, parce que c'est ça qu'on demande à un enfant qui est en apprentissage, c'est qu'il écoute, qu'il imprègne. Mais donc pour ça, il faut qu'il soit concentré et pas qu'il soit pollué par le regard de ses camarades en classe. Donc là, ça nécessite que les ministères compétents, le ministère de l'Éducation nationale, soient extrêmement vigilants. Après, je suis désolée, mais je reste persuadée que ce qui se balade dans les médias ou ce qu'on offre ce qu'on donne à voir dans les médias est capital à la fois pour les enfants et pour les adultes, parce que le regard de l'autre, c'est quelque chose qui est cognitif. Et d'ailleurs, on a un chercheur en neurosciences qui témoigne et qui parle de la question du préjugé, mais plus l'œil est habitué à la perception de cette différence, moins on la voit. Tout le monde vous dira, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit, que ce soit sur mon lieu de travail, dans ma vie sociale ou autre, et toutes les personnes de petite taille vous le diront, au bout d'eux, ou très rapidement, on oublie que vous êtes de petite taille. Mais en fait, évidemment, et heureusement, et c'est là où on se dit, mais en fait, si on oublie si facilement, c'est précisément que c'est pas un sujet en soi. Enfin, ça l'est parce que, encore une fois, il y a une situation de handicap et de maladie, mais dans l'absolu, la différence n'est pas un sujet en soi. Et ce qui prouve que justement, la question de la représentation, elle est importante parce qu'elle éduque le regard, l'œil, la perception de ces corps à la différence. Donc ça aussi, ça fait partie des points que je demanderais à des institutionnels. Et il y en a un que je demande fortement, et la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq est bien au courant, et on y travaille avec elle, c'est d'avoir des lois qui soient beaucoup plus respectueuses. Moi, les atteintes à la dignité humaine, c'est plus possible. Et je ne peux plus entendre la question de la liberté individuelle. Je sais que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui est difficile à appréhender, et je conçois que le sujet soit compliqué, mais la liberté a quand même des limites, et c'est pas le chiffon rouge. Non, le collectif est extrêmement important, et la vision du collectif l'est beaucoup. Alors on arrive au bout de cette conversation, Violette, ça passe toujours très très vite, on aurait pu rester beaucoup plus longtemps. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des personnes de petite taille. Alors moi, je vous conseille vraiment de lire Pour quelques centimètres en moins, qui est publié aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre extrêmement intéressant qui interroge d'une façon totalement unique notre rapport à la norme, à la différence, et nous devons changer notre regard sur cette norme et cette différence. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur Sud Radio aussi et sur sudradio.fr. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la différence, qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.